Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'analyse de l'action Pernod Ricard qui, depuis mai 2023, a connu une chute de plus de 56%, ce qui est une chute vraiment énorme. Et on va se demander si cette action elle est intéressante pour un portefeuille PEA. Donc dans cette vidéo, on fera l'analyse du business model et aussi on fera une analyse quantitative pour voir si la rentabilité et la croissance du business model, elle est bonne et voir si c'est une action qui peut rapporter un bon rendement dans les prochaines années. Et enfin, on fera un petit tour aussi par la valorisation puisqu'il y a quelques petites choses à dire à ce niveau-là également. Alors, on est parti pour l'analyse du business model. Donc, Pernod Ricard, boîte très connue puisque c'est le numéro 2 mondial des spiritueux, après Diageo, qui est une entreprise britannique. Et donc, ils ont un portefeuille de marques de boissons alcoolisées qui est très très vaste, puisqu'ils ont du whisky, de la vodka, du gin, du cognac, du brandy, de la tequila, des apéritifs, des champagnes et des vins. Et puis, je suis sûr qu'il y a d'autres marques également. Donc, on est vraiment que sur des boissons alcoolisées qu'on retrouve souvent dans les bars. Les produits vendus, ce sont donc des boissons alcoolisées qui sont des biens plutôt différenciés avec des marques vraiment uniques. Les clients, est-ce qu'on est sur du B2B, du B2C? Là, en fait, Pernod Ricard ne vend pas directement ses produits. Pernod Ricard les vend à des grossistes ou à des bars qui vont eux ensuite les revendre. Donc on est sur du B2B2C et ce sont des produits à vocation de consommation. Alors je ne savais pas si c'était du discrétionnaire ou du non discrétionnaire. Pour ma part, je ne bois pas d'alcool, donc je dirais que c'est plutôt discrétionnaire, mais quand je vois la consommation d'alcool de certaines personnes, je me dis que c'est peut-être pas si discrétionnaire que ça. Donc j'ai considéré ça comme du semi-discrétionnaire. En termes de mode de facturation, on n'est pas sur un mode de facturation totalement récurrent, puisqu'on est sur des contrats certes, mais des contrats plutôt court terme, sur 6 mois, 1 an, qui négocient donc avec les distributeurs. Donc c'est des revenus plutôt semi-prévisibles, semi-récurrents, ce qui est plutôt correct. Et en termes de positionnement prix, on l'a vu en tant que numéro 2 mondial, ils ont une gamme très élargie, donc ils vont couvrir à peu près toute la gamme. On ne va pas être évidemment sur du luxe comme on peut avoir chez LVMH, où ils vont avoir du champagne de très très haute qualité, mais on va être quand même sur une gamme qui va être très étendue. Donc avec tout ça, pour ma checklist à moi, ça me donne plutôt une note correcte de 7 sur 10, puisque tout est plus ou moins respecté. Pour moi, le business est assez solide. Par conséquent, on va se diriger vers l'analyse quantitative de Pernod Ricard, donc en se demandant est-ce que Pernod Ricard génère des free cash flow à réguliers. Et en gros, on va regarder la rentabilité de la boîte et la croissance de la boîte, et puis on regardera aussi un petit peu l'endettement. Alors là, c'est beaucoup moins joyeux, je vais vous mettre ça tout de suite, puisque je vous spoil un petit peu la note quantitative globale, je l'ai estimée à 4 sur 10, on va regarder ça un peu dans le détail. Donc niveau rentabilité, c'est là où ça pêche déjà pour moi. La marge brute, elle est bonne et elle est stable, donc ça c'est plutôt positif, mais par contre la marge free cash flow, elle est très faible à 10% seulement, et la moyenne sur 5 ans est de 13%, donc d'une part 13%, c'est pas très élevé comme moyenne sur 5 ans, mais en plus c'est au-dessus de la marge actuelle, donc ça montre qu'il y a une baisse de marge, il faudra creuser ça pour voir d'où ça vient. Alors j'ai regardé par contre la marge opérationnelle pour me demander si c'était un problème de cash flow ou un problème de business model en soi. Et il se trouve que c'est plutôt un problème de cash flow puisque la marge opérationnelle est de 26% et elle est en moyenne sur 5 ans de 27%. Donc il semblerait que ce soit la conversion de l'operating profit au free cash flow qui pose problème. J'ai mené mon enquête là-dessus. Tout à l'heure, on verra ça que c'est pas très positif pour le coup. Au niveau du ROCE, là, c'est pas bon du tout. On est à 9% avec une moyenne sur 5 ans de 10%, donc on est bien loin des 20% que j'attends. Et en plus, ce ROCE, il est calculé avec le operating profit et pas du tout avec le free cash flow qui donnerait du coup une mesure beaucoup plus négative, puisqu'on aurait un ROCE à peu près de 4%, ce serait vraiment catastrophique. Donc j'ai été plus clément à ce niveau-là. Et en termes de croissance, ensuite, la croissance du chiffre d'affaires, elle est pas très bonne. Honnêtement, on est sur du 3% annuel sur le long terme, c'est vraiment pas top. Et au niveau des bénéfices, au niveau du free cash flow, on n'a pas de croissance réelle puisque le free cash flow, il va être assez variable. Il faut voir qu'on est quand même sur le même free cash flow aujourd'hui en 2025, enfin en 2024, que sur le free cash flow de 2020, année du Covid. Donc on voit qu'il y a vraiment un problème. Et si on regarde au niveau de l'operating profit, où c'était mieux du côté de la marge, mais du côté de la croissance de l'operating profit, on est sur du 2% annuel. Donc là, ça ne va pas du tout non plus. La note quantitative, elle est donc de 4 sur 10 avec une mauvaise rentabilité structurelle et avec des cash flows irréguliers et une croissance trop faible. Ça pourrait déjà constituer un red flag dans l'analyse, mais je voulais quand même aller jusqu'au bout parce que je trouvais ça instructif pour comprendre vraiment pourquoi ce free cash flow il est si mauvais pour Pernod Ricard.
Petit détour par l'endettement. L'endettement donc total de Pernod Ricard, c'est 12,6 milliards d'euros. Ils ont un cash de 2 milliards, ce qui fait une dette nette de 10,6 milliards. Et en 2024, ils ont déclaré un EBITDA de 3,4 milliards et un free cash flow de 1,1 milliard, ce qui donne un ratio dette nette sur EBITDA de 3,1, ce qui est acceptable. Par contre, un ratio dette nette sur free cash flow de 9,6, là c'est beaucoup moins positif. Et puis surtout, on le verra après, la charge des intérêts de la dette, eh bien, elle est très élevée puisque ça représente 15% de l'EBIT. Et ça, c'est pas très positif, hein, parce que ça veut dire que globalement, dès que Pernod Ricard gagne de l'argent, il y a 15% qui partent pour les créanciers. Donc pour moi, ça témoigne d'un endettement assez important quand même. Et même s'il n'y a pas un risque de faillite, il y a un problème de rentabilité puisque vous avez forcément 15% des bénéfices qui sont grévés pour être alloués au remboursement de ces intérêts. Comme je vous l'ai dit, cette analyse quantitative avec une note de 4 sur 10, ça pourrait déjà constituer un red flag pour moi. Et en réalité, ça en constitue déjà un. Mais je voulais quand même aller au bout de cette analyse. On ne va pas faire l'analyse fondamentale ni vraiment d'analyse poussée de la valorisation, mais pour vraiment comprendre d'où vient ce problème de cash flow, eh bien, je voulais creuser vraiment et aller voir dans les états financiers un petit peu pour comprendre où sont les grosses pertes de cash flow. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Je me permets de vous interrompre pour vous dire que si mon travail vous plaît, vous pouvez liker et vous abonner, ça m'aide énormément. Je poste à peu près une vidéo par semaine, le samedi ou le dimanche. Donc si vous voulez pas rater ça, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit. Allez, on retourne à la vidéo. Donc voilà, on va se poser la question d'où vient l'écart entre l'operating margin de 26% et le free cash flow, la free cash flow margin de 10%. Donc j'ai sorti ici, ça c'est le compte de résultat pour le premier semestre 2025. J'ai pas pu avoir le cash flow statement parce que la manière dont Pernod Ricard dresse ses comptes est vraiment extrêmement bizarre. La ligne qui nous intéresse, c'est cette colonne là, et donc on a l'operating profit à peu près 1900 millions ici pour le premier semestre, et on a un net income, un net profit de 1200 millions. Donc déjà on a une perte de 700 millions, et cette perte de 700 millions, en fait on la voit tout simplement ici puisque on a les remboursements des intérêts de la dette ici de 240 millions et les impôts de 440 millions. Donc ça, c'est pas la faute de Pernod Ricard s'il paye autant d'impôts, faut dire merci à la France. Mais voilà, ça grève forcément la rentabilité puisque c'est de l'argent qui ne va pas dans la poche des actionnaires. Ensuite, pour que ce soit un petit peu plus visuel, j'ai réalisé ce schéma pour que vous compreniez un petit peu bien où va l'argent finalement, où part l'argent de Pernod Ricard, où part le chiffre d'affaires de Pernod Ricard, puisque en 2000, donc sur ce semestre-là, ils ont généré 6,2 milliards de chiffre d'affaires, donc qui est représenté par cette grande barre bleue. Et l'operating profit se déclare à 2 milliards, donc ce qui fait une marge de 32%. Ça c'est plutôt correct d'avoir une marge d'operating profit de 32%. Et ensuite on va comprendre où est-ce que va chaque part de l'operating profit. Donc là à chaque fois ceci est exprimé en pourcentage sur le chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que les charges d'intérêt sur ce semestre ont représenté 4% du chiffre d'affaires, les impôts 7% du chiffre d'affaires, et ce qui fait donc une marge du net income à 19%, sauf qu'ensuite il faut encore enlever le change in working capital, donc ça c'est le besoin en fonds de roulement. Alors là j'ai pris une moyenne, c'est-à-dire que ce besoin en fonds de roulement il varie d'un semestre à l'autre. Pour Pernod Ricard il y a toujours un semestre où il y a un gros besoin en fonds de roulement et un autre où il y a un plus petit besoin en fonds de roulement, donc j'ai fait une moyenne et en gros ça représente à peu près 5% du chiffre d'affaires à chaque fois, ce qui est assez important. Ce qui fait qu'on arrive à une marge de l'operating cash flow de 13%, donc vous voyez qu'on est déjà bien loin de l'operating profit à 32%. Et ensuite, il faut encore enlever les capex qui sont assez importants honnêtement chez Pernod Ricard. C'est une boîte qui investit beaucoup, notamment depuis quelques temps. Sauf qu'ils ont un ROCE pas très bon, donc ça témoigne que les investissements sont pas forcément très très réussis. Et donc quand on enlève les capex, eh bien on arrive bien sur notre free cash flow avec ici une marge de 7%, donc ça peut varier entre 7 et 10%, ça dépend du change in working capital qui change un petit peu à chaque semestre. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce taux de conversion qu'on appelle comme ça entre l'operating profit et le free cash flow, il est très mauvais, puisque j'ai réalisé donc sur cet autre schéma ce qui va nous permettre de déterminer le taux de conversion pour avoir une comparaison sur Edenred, la dernière action que j'ai analysée. Le taux de conversion EBITDA free cash flow il est de 75%, c'est-à-dire que 75% de l'EBITDA se traduit en free cash flow, ce qui est plutôt un bon taux de conversion. Évidemment, on veut être le plus proche de 100%. Et bien pour Pernod Ricard, ce taux de conversion, il est seulement de 25%. C'est
très très faible. Et on voit ici donc que sur 100% d'operating profit, il y a 14% qui part en charge d'intérêt, 25% qui part en impôts, 17% qui part dans le besoin en fonds de roulement et 19% qui part dans les capex. Et ça, c'est des dépenses qui, pour Pernod Ricard, à l'heure actuelle et dans les années qui vont suivre, sont honnêtement récurrentes. Ils vont avoir du mal à diminuer, que ce soit leur charge d'intérêt et leurs impôts, c'est plutôt improbable. Le BFR, ça va pas diminuer tant que le business model ne changera pas et il n'a pas vocation à changer pour l'instant, donc ça diminuera pas. Les capex peuvent diminuer un petit peu, certes, mais ça ne pourra pas faire monter le taux de conversion à plus finalement de 35%. On ne pourra pas gagner plus que ça. Et 35%, ça reste un taux de conversion qui est très mauvais, honnêtement. Donc voilà pourquoi finalement la rentabilité de Pernod Ricard, elle est mauvaise. C'est tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à transformer leur operating profit, donc leur résultat d'exploitation, en free cash flow, c'est-à-dire en argent réellement disponible pour les actionnaires. Et ça, mécaniquement, ça se traduit après par une mauvaise performance en bourse. Voilà pourquoi pour moi Pernod Ricard, c'est non. Pour moi, c'est pas une entreprise de qualité, elle n'a pas une croissance et une rentabilité suffisante, et on voit qu'elle a un problème en fait au cœur de son business model qui est un problème de cash flow. Pour ceux par contre qui voudraient faire entre guillemets un value play, parce que si vous faites de l'investissement plutôt value, c'est-à-dire parier sur des boîtes qui sont peut-être un peu décotées, comme pourrait l'être Pernod Ricard, on va quand même regarder vite fait la valorisation. Je ne vais pas faire une analyse complète parce que c'est pas hyper intéressant dans mon cas, mais on va regarder vite fait la valorisation. Donc aujourd'hui, j'ai pris trois indicateurs, le free cash flow, l'EBITDA et le bénéfice brut. Aujourd'hui, on voit ce que ça donne, donc on est en dessous des moyennes à 3 ans, puisque on a par exemple pour l'EBITDA une valorisation actuelle de 10 et une moyenne sur 3 ans de 14, donc on est bien en dessous. Donc ça pourrait traduire qu'il y a une sous-valorisation pour le coup. Si on regarde par contre par rapport au free cash flow, on est quand même sur un capitalisation boursière sur free cash flow de 30, ce qui est très élevé, et ça donne donc un yield free cash flow de 5%. Et pour la petite info, le dividend yield, il est également de 5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le payout ratio, il est de 100%. En gros, Pernod Ricard redistribue 100% de ce qu'elle gagne réellement en free cash flow. Elle le redistribue à 100% en dividende. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune marge de manœuvre. Et puis aussi, il y a tout simplement un risque de diminution du dividende. Néanmoins, si vous voulez faire un value play, c'est-à-dire acheter l'action aujourd'hui et vous dire, vas-y, je vais la revendre dans 10 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas, mais sur une courte période, un PAP sur un investissement long terme, vous pouvez peut-être vous fier à Morningstar qui évalue l'action à 121 €, alors qu'elle est aujourd'hui à peu près 88 €, ce qui ferait une petite plus-value de 40% quand même, donc ce serait pas mal. Moi, c'est pas un investissement que je ferais quand même parce que déjà, on n'est pas sur une sous-valorisation énorme. Morningstar a tendance à légèrement surévaluer ses valorisations. Là, elle la considère comme sous-valorisée. Je pense qu'elle est plutôt à son prix. Honnêtement, au niveau actuel, l'entreprise a quand même beaucoup de problèmes et je vous rappelle quand même qu'on est sur un niveau de capitalisation boursière sur free cash flow de 30, ce qui est élevé. Honnêtement, ce qui est élevé. Bref, cette analyse prend donc fin subitement ici. On va pas aller plus loin. Si vous voulez voir une analyse plus complète de l'action, notamment Edenred, qui est-elle une action de meilleure qualité selon moi, vous pouvez aller la voir. Je vous la mets en description. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.